François, bon, une vidéo un petit peu différente. Je voulais qu'on parle d'impression à la demande. Alors, impression à la demande, il y a longtemps qu'on ne parle plus d'auto-édition, qu'on ne parle plus d'auto-publication. Mais c'est une bascule qui a tout d'un coup, qui est invisible presque. Enfin, nous, on sait reconnaître là les petits codes barres, les petits machins et tout ça, mais c'est devenu quasi invisible pour l'évolution même des techniques d'impression. Alors, les techniques d'impression, depuis Rabelais à Lyon, avec tous ses savoirs, qu'on lise aussi Illusion perdue de Balzac, les protes, les compositeurs, les presses, l'encre, et tout ça, toute une galaxie de métiers. Mais ces métiers, comme dans tant d'autres disciplines, le numérique, ça a commencé pour l'édition dès 1994. Il y a longtemps que l'édition est entièrement numérique, mais ça veut dire que les outils, on peut les utiliser de façon individuelle. Ce qu'on ne peut pas utiliser de façon individuelle, c'est les outils de distribution, d'acheminement. Mais le paradoxe est là, c'est que les grands pôles d'impression à la demande peuvent être liés directement à des grands regroupements d'éditeurs. Et la preuve de l'évolution technique, c'est que même pour eux, lorsqu'il s'agit d'un tirage qui représente moins de 1000 ou 2000 exemplaires par an, au lieu de refaire un stock à la traditionnelle, on le passe là dans leur usine d'impression à la demande. Et pour faire tourner ces usines d'impression à la demande, eh bien, on en laisse l'accès aux individus. On fera aussi une vidéo sur les conditions juridiques, financières, fiscales et tout ça. La mutation technique, la transition. Par exemple, jusqu'en 2012, c'est encore le cas dans les machines d'impression traditionnelles. On en a, je peux en faire la liste, il suffit que vous regardiez Normandie Roto, Nord Impression, il y a ça encore, il y a des villes comme Saint-Amand-Montrond qui ont cette grande tradition, mais c'est des machines qui se sont ultra perfectionnées, et l'utilisation traditionnelle, c'est que au lieu de faire un stock, et puis on garde le stock pendant des années, eh bien on charge là le fichier numérique, le fichier de l'intérieur, le fichier de la couverture, les métadonnées qui permettent de les assembler, et tout ça aussi, c'est un petit vocabulaire à apprendre, mais c'est tellement rien. Et une fois que c'est chargé, la machine en sort 3000 en 1 heure. Et puis ensuite, on passe à un autre livre, on recharge 20 minutes pour recharger le fichier, et ça recommence. Donc ça permet de travailler sans stock, ou du moins avec des stocks minimum, qui, eux, circulent à flux tendu. La révolution, c'est que tout d'un coup, la machine marche en continu, et puis une fois de temps en temps, on aperçoit là dans le défilement une page blanche avec un gros code barre. Ça veut dire que la machine a changé de livre. La machine fonctionne en continu, qu'elle imprime un titre à l'unité, qu'elle imprime une série de 10 titres, qu'elle imprime une série de 800 titres, ou qu'elle revienne à une série de 1 titre, ou 2 titres, ou 3 titres. La machine, ça lui est complètement égal, c'est juste l'ordinateur qui la gère. Alors, est-ce que c'est récent, ça ? Moi, je l'ai découvert en 2012. En tout cas, en 2012, la sortie des premiers livres. À l'époque, on avait une structure que je voulais coopérative qui s'appelait Publi.net. Et ses amis d'Hachette, puisque mes livres étaient soit chez Fayard, soit en poche. Je me dis, mais on les fait avec toi, tes livres. Et tout d'un coup, il y a eu ce miracle. Voilà, par exemple, Berit Ellingsen, une jeune auteure norvégienne avec un livre, Une ville vide. D'avoir pu travailler sur la mise en page, sur les rythmes. On lui avait acheté les droits, c'est moi qui les traduis. Et ces livres-là, qui ne trouvaient pas du tout accroche dans le monde de l'édition, dans le paysage de l'édition, eh bien, on en prenait en charge nous-mêmes la fabrication, et Hachette en prenait le suivi et la diffusion. Et la qualité, voilà, 10 ans après, vous voyez que ça a magnifiquement tenu. Alors là, par exemple, qu'est-ce qui changerait ? Je crois que maintenant, les couvertures, on sait les faire de façon, là encore, un peu plus costaud, on va en parler aussi. Et là, c'est du papier blanc, alors que maintenant, si je prends quelque chose de récent que j'ai pu faire imprimer, on travaille sur du papier bouffant, un petit peu crème, vous savez qu'il n'y a jamais de blanc dans... On ne pourrait pas lire un livre dont le papier serait
totalement blanc, de même qu'on ne pourrait pas lire une encre totalement noire. Bon, mais ça, c'est des choses, on va rester focalisé là-dessus. Donc ça fait maintenant plus de 12 ans qu'on est quelques-uns à avoir appris à manipuler ces outils, mais surtout à avoir accompagné l'évolution de ces outils. Alors je proposais sur mon site, et je sais qu'elles sont utilisées en permanence par les abonnés, j'avais fait une série de vidéos, 3 de 40 minutes, la dernière un petit peu plus longue. Il s'agissait de quoi? J'ai repompé là sur Wikisource un texte évidemment canonique, Aurélia de Nerval, je crois bien. Et puis de ce texte brut-là, copié-collé, comment en faire un livre? Autrefois, là encore, la composition, la maquette, c'était des outils très élaborés. Eh bien, nous, par exemple, en 2016, je crois, c'est Word qui a eu l'élégance d'aller pomper à InDesign, de la maison Adobe, quasiment toutes les fonctions de mise en page de ce logiciel de référence, InDesign. Là, moi, il est bien clair que tout ce dont je vais vous parler, ça concerne principalement le travail en prose narrative et pas du tout les choses extrêmement complexes comme les magazines ou etc. Oui, mais depuis qu'on a, alors c'est quoi? C'est la gestion des bas de page avec les sauts de bas de page, la gestion là, des sections qui permettent de faire figurer une numérotation ou pas, c'est la gestion des formats, c'est la gestion là d'une marge de reliure pour le collage qui fait qu'on compose sur des petites choses dissymétriques avec un gabarit. Non, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça veut dire que le traitement du texte peut permettre d'arriver, de produire des livres de qualité professionnelle. Alors là encore, tout de suite, est-ce que, là par exemple, je viens de recevoir des éditions Quartet, une maison d'édition de théâtre qui lance une nouvelle collection, collection prose libre, eh bien tout d'un coup, je suis émerveillé du travail. C'est-à-dire la matière ici, soigneusement choisie, évidemment tout ce qui est là, mais le papier, sa raideur et tout ça, mais ces rabats, ça, je pense qu'on ne peut pas concurrencer avec une réalisation industrielle, comme l'impression à la demande, le travail artisanal de ces éditeurs. Par contre, là, il y a un autre livre que j'ai toujours sur la table en ce moment, édition Hermann, super réputé, et puis ils vendent ça à 35 balles, et c'est un texte classique, Judith Schlanger, Présence des œuvres perdues. Je vous jure que pour moi, c'est un livre de référence. Et bien, quand je le touche, je me dis, oh non, mais nous, on fait mieux. Comment on ose vendre des choses comme ça? Alors, pourquoi l'impression à la demande? Il y a des tas de cas. Par exemple, combien j'ai de copains auteurs dont les livres ne sont plus disponibles. Un livre qui n'est plus disponible, vous écrivez à l'éditeur. En général, il suffit d'un mot à l'amiable maintenant, ils sont prévenus. Eh ben, le livre n'est plus vendu en librairie, on ne peut plus le commander. Alors évidemment, des fois, c'est retort parce qu'ils gardent un petit paquet de 20 exemplaires, de 40 exemplaires. Donc sur commande, c'est toujours, on peut l'obtenir. Oui, mais on peut discuter. Mais pour combien d'entre nous, il y a des livres qui ont été notre chair, qui ont été notre vie, et puis maintenant inaccessibles, évidemment, à moins de passer par les désherbages. Moi, par exemple, c'était le cas d'un beau travail au Seuil, la collection de Claude Gutmann, Autoroute, une expérience là, donc je sais plus, 1998, ça avait été écrit, publié en 1999, jamais eu de nouvelles, ça fait de toute façon au moins 15 ans même, ou 20 ans, même pas de relevé de compte, et tout ça. Donc là, dans ce cas-là, c'est mort. Ils ne se sont même pas aperçus que j'ai repris. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi-même, tu dis, ma dignité veut que ce livre reste disponible. Eh bien, j'ai fait 1998, Autoroute, une reprise, et le livre, pour moi, reste vivant. Est-ce qu'il concerne plus de gens? Non, pas forcément. Qu'est-ce que j'ai comme ça? Chez Minuit, mon deuxième livre, en 85, qui s'appelait Limite. Ça, c'est 3 ans après le premier livre. Il n'était plus à leur catalogue. Encore restitution à l'amiable. Et je l'ai recopié à la main. J'avais pas de version numérique, c'était avant l'ordi. Je l'ai recopié tout en intégrant, en gros, tout ce qui me revenait de la période de l'écriture de ce livre, et d'où j'avais pêché ça et tout ça. Et ça fait un livre expérience qui inclut, comme un personnage de plus, l'auteur qui recopie son livre
en se remémorant les conditions d'écriture, les enjeux et tout ça. Et ça y est, maintenant, il vit, et il vit bien. Alors, il y a d'autres choses. Par exemple, dans mes activités d'écriture, on avait fait un cycle sur 40 jours, uniquement sur le carnet d'écrivain, les exercices d'observation, comme disait mon cher copain Nicolas Nova. Ces 40 exercices, ce qu'on fait au quotidien pour travailler nos propres petits calepins. Est-ce que je vais me mettre à démarcher? Là, on a l'autre continent. C'est-à-dire que bien souvent, et c'est pas parce que vous avez 50 livres au compteur en 40 ans que c'est plus facile. Conversation avec Keith Richards. Ouais, ben je l'ai proposé à 5, 6 éditeurs. Puis à un moment donné, tu intériorises. Tu te dis, ils n'en veulent pas. Est-ce que c'est mon boulot qui est pas bien? Qu'est-ce que j'ai foiré? Et là, pour moi, il y a cette vocation de l'impression à la demande. Ben ouais, maintenant, c'est moi qui le publie, c'est moi qui le diffuse. Alors évidemment, est-ce que tu as accès? Est-ce que tu as ces grosses machines? Oui, mais ces machines, est-ce qu'elles fonctionnent? C'est-à-dire, du point de vue des ventes, puis là, je suis à même de regarder pas mal. Est-ce que la littérature contemporaine, quand un éditeur a le culot même de la défendre, ça se diffuse autant que là, ces trucs consensuels, dont les 3 ou 4 bouquins dont tout le monde parle ensemble pendant 2 mois, puis après, ce sont les 4, 5 autres qu'on remplacé, et que la durée moyenne de livres en librairie, elle est là de même pas 5 semaines, avec 400 livres par an qui représentent 90% là, de la totalité de ce qui se vend sur des milliers de titres qui paraissent et sont réavalés en permanence. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que même si on publie chez un éditeur digne, et il y en a, et puis heureusement, moi j'en ai plein de copains, et ils se battent, et je sais ce que c'est que cette vie-là, avec les cartons dans le coffre de la voiture, et puis aller faire le salon de machin, et puis aller faire ouais, maintenant, ce qui s'est passé aussi en 2-3 ans, c'est que quand vous voulez un livre, eh ben, vous le cherchez sur Internet. La plupart du temps, on va le commander directement à l'éditeur. Chaque maison d'éditeur, il y a encore 10 ans, ça aurait été considéré comme un scandale. À vous proposer la vente directe du livre, là, alors ça pose d'autres questions. La question des frais de port, la question des envois. Mais ça, on peut en parler ensemble. Et c'est toujours en danger. C'est-à-dire, par exemple, là, moi, si vous envoyez dans la zone euro, dès lors qu'on n'est plus en France, c'est un truc qui s'appelle tarifs livres et brochures. Et bien là, les tarifs livres et brochures, non seulement il va être officiellement supprimé au mois de juillet, mais dès à présent, on n'en bénéficie plus pour tout ce qui est hors de la zone euro. Et il faut rajouter des formulaires, des trucs de douane, etc. Ce qui fait que pour moi, vendre un livre en Belgique, ça va, mais tous les livres qui pouvaient partir, là, comme les exercices d'écriture en Suisse ou au Québec, eh ben, si je le fais, parce que je sais que je perds de l'argent dessus, mais parce que je peux pas facturer tous ces trucs de douane et tout ça. Le formulaire CN23 et tous ces machins. Mais bon, disons vraiment que je fais pas trop de pub sur ça, quoi. Et j'oublie quelque chose? Non, je l'oublie pas. C'est la difficulté à se faire publier. Vous envoyez. Alors bon, ça aussi, ça se travaille. Nous, on a un petit groupe de discussion permanent là-dessus, sur Tiers Livre, à qui s'adresser, comment envoyer, la notion de book proposal, etc. Et là, dans le petit document dont je vais vous parler, il y a des vidéos là-dessus, et c'est aussi pour moi important. Mais il y a un moment donné, se dire à quoi bon? Puisque de toute façon, on va devoir s'y coller soi-même. Donc comment on s'y colle? Bon, pendant un temps, on disait, ouais, avec Facebook, on va bien... Non, mais Facebook, ça marche plus. En tout cas, pas pour ça. Leurs algorithmes ne servent plus à ça. Par contre, faire un site, veiller à sa trace numérique, constituer le chemin d'accès, les petits tags, les mots-clés, pour que une requête vers vous et votre livre mène effectivement à l'endroit où vous le vendez, eh bien, oui, ça... collectivement, on peut en parler. Alors là, moi, j'avais fait donc une série là, de 4 vidéos qui font 40 minutes, la dernière un peu plus longue. Donc il s'agissait vraiment de comment on formate
parce que oui, c'est pas le même usage du traitement de texte. Comment on structure, parce que ça c'est décisif pour passer à travers les machines. Et puis ensuite, comment on met en ligne l'intérieur, la couverture, la question de l'ISBN, et puis une fois que c'est qu'on entre dans les plateformes là d'impression à la demande et selon leur mode différent de diffusion, eh bien comment on établit le prix et comment on veille là à l'installation commerciale du livre. Et ces vidéos, merci, j'ai toujours du retour. C'est-à-dire que je compte pas la liste des gens qui ont été jusqu'au bout de leur aventure en se servant de ces outils. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Il s'est passé depuis quelque chose qui, pour moi, c'est la couverture rigide. Alors, la première fois, je l'ai fait là en travaillant sur Rabelais. Je voulais une édition de Rabelais qui soit sans aucune note et que cette édition me permette, moi, myope, bigleux, de lire en public et tout ça. Donc je m'étais fait un exemplaire pour moi et moi tout seul d'un Rabelais là, de 420 pages et quelques, grand format. Et en même temps que j'avançais dans ce projet, il y a eu la possibilité de le faire en couverture cartonnée. Et ces couvertures cartonnées, alors les livres y tiennent, hein, je vois ce petit classique pour moi aussi qui sort tout le temps, une suite d'exercices à partir du creative writing à l'américaine. Et avec soi-disant un manuscrit d'un nommé Malte Holbrun, mais c'est une réflexion vraiment perso, et puis là, une vingtaine d'exercices à suivre, et tout ça, j'en suis hyper content, et puis je l'ai régulièrement révisé, et puis ça aussi, remettre un PDF à la place d'un autre PDF, c'est tout simple. On n'a pas à attendre là l'épuisement d'un tirage pour proposer une version réactualisée. Et la qualité en couverture, en papier, en bouffant crème et tout ça, qu'est-ce que j'ai pris comme précaution ? Eh bien, depuis le début, c'est aussi parce que moi, j'ai commencé à publier chez Minuit. Et que ce soit Minuit, que ce soit POL, on a toujours, disons, la même police, le même rapport à la marge et à l'espace. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, on ne recompose pas un équilibre entre le blanc et la densité, entre la taille du texte et la taille de l'œil de la lettre, le diamètre intérieur. Mais disons que mon apprentissage chez Minuit, ça a été d'adopter, disons, une maquette un petit peu stable, et que cette maquette, c'est plutôt elle que j'ai fait évoluer en permanence. Alors, en quoi j'ai fait des progrès ? Je tiens à travailler tout seul, mais c'est aussi mon petit dada. Bien sûr, il y a des tas de gens qui peuvent vous aider, et là, nous, on le fait en collectif, mais on est prêt aussi à vous donner des adresses de gens qui vous aideront pour tout ça. Mais moi, travailler sur là encore, une typographie pour présenter mon boulot, qui soit fixe, qui soit une famille dans les livres que je propose. Ça aussi, avec la couverture rigide, ça c'est l'avancée personnelle, en même temps que vous disposez de nouveaux outils. L'autre chose là, qui a été une arrivée importante, c'est... Alors là, évidemment, on revient au papier blanc. Là, ce format, pour moi, oh là là, j'avais un espoir sur ce format, un grand format, mais des cahiers souples, simples. Bon, globalement, je me suis aperçu que ça n'a jamais marché. Mais ça m'a permis d'expérimenter la couleur. Et maintenant, le travail en résolution couleur, en impression à la demande, c'est un vocabulaire qui change. Là encore, là, je suis en train de faire un livre qui soit, en gros, toutes les routes que j'ai suivies tout au long du projet Rabelais. Je me régale. Donc ça, couverture rigide, couleur, qu'est-ce que ça induit ? Ça induit qu'on peut surveiller aussi les prix, évidemment, gérer soi-même qu'est-ce que ça induit comme prix de fabrication, qu'est-ce que ça induit comme prix de vente. Bon, ça, c'était mes premières vidéos. Qu'est-ce qui a changé aussi ? Là, moi, j'ai utilisé la plateforme, disons, la plus simple et la plus directe, KDP, qui depuis a été avalée par Amazon.
Ça veut dire qu'elle est liée directement aux usines Amazon. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai recommandé là juste 4 exemplaires Rabelais parce que je gère un stock minimum. Parce qu'évidemment, tout ça, on paye d'avance. Mais ils ont aussi l'avantage, là, si ça dépasse 35 balles, ben hop, là, il y a les frais de port qui s'effondrent. Et ça, pour moi, évidemment, c'est ultra important. C'est-à-dire les frais de port, c'est pas seulement envoyer les livres vers les gens qui vous les demandent, mais c'est pour la première chose, les frais de port pour recevoir les livres que vous commandez, puisque la plateforme vous les envoie à prix de fabrique, et ces livres que vous recevez à prix éditeur, eh bien là, moi je les renvoie, j'ai mes enveloppes, j'ai mes étiquettes, je fais mes petites étiquettes de Colissimo, j'ai même regardé, je me suis doté d'un pèse-lettres électronique. Alors le jour, je me souviens, c'est ce gars, je vais pas redonner son nom, mais bon, Normal Sup, prof de fac et tout ça. Mais quoi, tu fais toi-même tes enveloppes? Ben ça, c'est la France. C'est-à-dire, tu regardes les musicaux US, bah franchement, s'occuper de ces choses-là, non, eux, t'as pas les mêmes. C'est pas, tu déroges pas à toi-même si tu t'occupes de ça. Est-ce que tu vends beaucoup? Certainement pas. Est-ce que tu fais de la marge, tout ça? Moi, c'est pas ce que je cherche. Par contre, est-ce que tu as un petit message? Est-ce que quand tu envoies le truc, tu as un petit mail? Ouais. Donc, être là, derrière une fausse plante en plastoc et une carafe d'eau dans un salon du livre avec une pile comme ça où tu regarderas le best-seller habituel avec son immense queue devant et puis toi, bah, ça tombe bien, tu iras picoler avec les copains. Non, moi, c'est fini, ça, il y a longtemps. De toute façon... plus personne que dans ce milieu-là qui me propose de venir. Le rapport au lecteur qu'on induit avec ces fabrications qu'on se fait soi-même, il est bien plus dense que là, la circulation, ces vieux machins qui... évidemment, on les voit s'éroder. Et je pense pas qu'on perde au change. Et au moins, on a cette dignité de faire de beaux objets. Alors, qu'est-ce qui a évolué? C'est qu'on a beaucoup plus de choix pour savoir où et comment on le fabrique. C'est-à-dire, moi, ce que j'explique, ça vaut pour principalement avec la plateforme là, KDP. Mais ce que je disais, c'est là, j'ai commandé 4 Rabelais et puis je crois j'avais 6 Keith Richards. Bon, c'est ma commande tous les 2 mois. En gros, je l'ai eu en 4 jours. C'est-à-dire que les délais là, d'acheminement se sont immédiatement compressés. Et puis ça, pour moi, les choix, c'est disons, est-ce que je maintiens une édition souple ou est-ce que je me concentre là sur l'édition cartonnée? Pour moi, maintenant, je suis plus sur ce truc-là. Je veux dire, des livres costauds, des livres qui puissent te dire « Ah, t'as quelque chose dans les mains, là. » Et ça, c'est mon choix. Alors, on a maintenant plusieurs plateformes pour ça. Alors, si vous avez des réticences à KDP Amazon, l'avantage pour nous aussi, c'est qu'il y a toute la compta qui est totalement incluse avec des Excel en fin d'année, juste à donner ça à la comptable et c'est bon. C'est une autre qui s'appelle BOD. Et ce BOD, qui est un groupe allemand, alors la grosse différence, c'est que KDP, vous pouvez mettre autant d'ouvrages que vous voulez. On ne paye pas là de frais en fonction du nombre de titres qu'on a sur le serveur, tandis que les plateformes comme BOD, vous paierez, je crois que c'est un forfait de 40 balles par titre, mais ensuite à renouveler chaque année, et ça vous incite aussi à vous bagarrer pour que les titres soient vivants. Mais par contre, avec ce principe-là, les livres seront intégrés dans les grandes plateformes comme Dilicom, donc les plateformes de gestion libraire. C'est-à-dire que, par exemple, moi, clairement, depuis 2015 que je diffuse Tiers Livre, eh bien, j'ai jamais eu une seule commande de bibliothèque publique. C'est pas grave, mais ça apprend à penser autrement dans quel contexte on travaille. Si vous êtes sur BOD, là, à ce moment-là, quelqu'un qui demande votre titre à un libraire, quel qu'il soit, le libraire pourra pianoter, parce qu'évidemment, il ne l'aura pas là, dans son magasin, mais il pourra vous le
se le faire livrer et la personne le recevoir via son biais ordinaire d'acheter des livres. Simplement, est-ce que ça reste un critère? Alors c'est vraiment ça sera vraiment à votre choix. Alors ça, c'est un aspect qui n'est pas dans la série des vidéos au moment où je les ai enregistrées, mais en fait c'est exactement le même principe. Et tout ça, on pourra compléter. L'autre chose, c'est la question du numérique. On peut évidemment vendre des versions numériques des livres. Moi, je l'ai fait longtemps. Publinet, c'était vraiment né de cette expérience dès 2008. De 2008 à 2012, c'était uniquement là les versions EPUB qu'on a vu naître. Et maintenant, disons qu'on nous propose un choix. C'est-à-dire, vous voulez lire le dernier Echnoz, eh bien, vous l'achetez en livre imprimé ou pour un prix qui sera que les éditeurs, j'ai jamais compris, mais c'est un autre problème qui nous dépasse là, maintiennent au-dessus des livres de poche. Je ferai un peu moins que le papier, mais de toute façon bien plus que ce que va être le livre de poche dans 1 an ou 2 ans. Et vous pouvez avoir le fichier numérique, c'est-à-dire pour le trimballer avec vous, ou quand vous partez en vacances, en voyage, ou dans le train, sur votre petite liseuse, ou même dans le lit, parce que c'est tellement mieux de lire dans le noir avec les caractères blancs sur fond noir. Moi, j'arrive plus à faire autrement maintenant. Une version numérique. Mais moi, j'aime bien avoir les deux. Alors c'est venu pour le Rabelais, parce que pour le Rabelais, j'avais des tas de PDF de documents originaux, des histoires des textes, l'histoire éditoriale des textes. J'avais aussi mes présentations, mes préfaces, j'avais aussi des dossiers pour les portfolios. Donc pour Rabelais, c'était très simple, c'est-à-dire, vous voulez le lire sur votre ordi, sur votre liseuse, eh bien voici un petit QR code, et avec le QR code, simplement, il suffit là de le mettre devant la caméra de votre ordi, ou avec un téléphone, ou ce que vous voulez, et puis de toute façon, l'adresse du dossier figure en clair, là, si vous voulez la recopier, elle n'est pas compliquée, et s'ouvre un dossier qui inclut la version numérique du livre. Et ça, maintenant, moi, j'ai décidé de plus faire de distribution séparée pour les musiciens. Vous achetez le vinyle, vous avez le QR code pour avoir la version avec les MP3 ou les Wave et tout ça. Ben, pour moi, là, on a quelque chose. Bon, c'est le droit qui va suivre derrière, mais pour moi, maintenant, c'est définitif. Tout ce que je sors, je ne m'occupe pas de commercialiser à côté une version numérique, mais avec le livre, vous avez évidemment ce qui est la version EPUB ou PDF en plus, mais donc sans supplément de prix du tout, mais tout ce que vous avez envie de rajouter, des facsimilés, des brouillons et tout ça. Et là, je crois aussi qu'on entre dans une autre époque. Et ça, on gardera de l'avance parce que l'édition commerciale ne peut pas le faire et ne sait pas le faire. En tout cas, elle ne peut pas le faire dans les conditions actuelles. Alors, c'est ces choses-là aussi qui restent collectives. Par exemple, quand j'ai lancé là, les QR codes, voilà, par exemple, pour mes petits exercices d'écriture, eh ben, ça me semblait d'évidence que là, tu parles, tu donnes des textes d'appui, des photocopes, etc. Enfin, autrefois, ça aurait été les photocopes, les extraits. Eh bien, le QR code le donne. Et QR code, comment tu fais un QR code? Au fait, tu as déjà fait des QR codes? Toi, il y en a partout, des QR codes. Eh ouais, mais quand tu cherches à créer un QR code sur Internet, il t'envoie sur un truc, oh, les QR codes sont gratuits. Et puis, je suis tombé dans le panneau, comme des milliers d'autres gens. C'est-à-dire un QR code gratuit, certes, et puis au bout de 4 mois, on te dit, ça marche plus le code. Ça marche plus. C'est-à-dire qu'on t'envoyait des QR codes, là, cette boîte-là, qui payait Google pour passer au premier plan, et ben ça, dans les petits zigouigouis, là, il y avait marqué date de péremption, et puis après quoi, eh bien, ça t'envoie sur le site, et puis sur le site, il faut que tu payes pour rajouter pour la péremption. Et ça, voilà, je suis tombé dans le panneau. Alors là, maintenant, c'est bon, tout est réédité, tout est imprimé, tout a des codes permanents, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas tout cru, tout cuit, là, comme les recettes Marmiton. En plus, le site Marmiton, il n'y a pas pire maintenant, vous voyez bien. C'est aussi constamment du travail. C'est-à-dire que faire un QR code, bah moi je sais le faire, c'est avec Adobe et tout ça, et là ils sont nickel, il n'y a aucun problème. Et si vous êtes embêté pour faire votre QR code, bah il n'y a pas de problème, je vous le fais, je vous l'envoie. Et ça, c'est un petit peu comment de tout ça est né là, ce projet.
c'est que, évidemment, là, ces premières bases de vidéos, ben, il faut chercher dans les ressources abonnées de mon site, etc. Mais je sais que ça touche des gens à échelle beaucoup plus large. Donc, voici un téléchargement, un tout petit téléchargement. Et je vous assure que là, en plus, le temps du rodage, là, on va lancer un prix, mais qui n'est pas juste le temps qu'on ait ce dialogue et qu'on affine, qu'on refasse même les documents, tout ça. Ce sera donc, c'est juste un PDF avec des liens. Et sur ce PDF avec ces liens, il y a tout d'abord, par exemple, une petite révision. Est-ce que sur votre traitement de texte, vous êtes à l'aise avec les gabarits, les formats? Parce que on n'imprime pas des livres au format papier et machine à écrire. Des fois, il faut réviser ça. Est-ce que vous savez comment utiliser les styles et tous ces machins-là, faire la table des matières et tout. Donc, j'ai une petite révision de ça. C'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas besoin, vous passez. Et donc, vidéo 1, format et gabarit, 38 minutes. Vidéo 2, préparation du texte, 38 minutes, y compris les questions de correction, comment on s'y prend, comment on arrive à un truc propre. Vidéo 3, mise en page et export du PDF, 50 minutes. Et puis la vidéo 4, j'ai rassemblé, alors peut-être faudrait que je redéveloppe aussi plus sur la question de la couverture, mais couverture, mise en ligne, ISBN et prix de commercialisation. Donc 1h15, ça c'est mes 4 vidéos de base, plus celle sur le traitement de texte. Et j'ajoute un truc développement complément, un qui concernera auto-entrepreneur, parce qu'il y a toujours les copains là, les questions, il y en a qui se reconnaîtront d'ailleurs. Ah oui, tu fais comment là? Tu as fait une abo? Ah oui, mais moi je suis une asso. Ah mais moi c'est auto-entrepreneur, statut associatif, EURL, droit d'auteur URSSAF, etc. Un petit aide-mémoire sur ces questions et les questions aussi qui touchent, parce que oui, tu prépares un livre pour le faire imprimer, mais en gros, si tu as fait ce travail-là, peut-être que tu es plus fort si tu l'envoies à un éditeur, donc que tu sollicites pour un contrat commercial. Bien, peut-être que ça aussi, se dire, est-ce que tu es sûr que les éditeurs que tu souhaites contacter, ce serait pas mieux là d'avoir fait ce travail là, de mise en page, de structuration, de présentation préalable pour envoyer ton PDF. Donc là aussi, j'ai la question, une vidéo sur ce que j'appelle book proposal, et puis une autre édition à qui envoyer son manus. Et l'idée aussi, c'est ça. C'est-à-dire que des fois, là, moi, je vois bien les bouquins qui sortent. Les gens sont même souvent contents de me les envoyer. Ça fait plaisir à chaque fois. Tu l'ouvres, et attention, je vise personne là encore. Des fois, c'est remarquable. Et là encore, là, je pourrais donner des noms. Mais quelquefois, tu te dis, mais l'interligne, c'est pas ça. Mais là, il y a un truc, là. Ou là, il manque, là. Et se dire comment on peut travailler collectivement à monter le niveau. C'est-à-dire, moi, monter le niveau, ça fait quand même maintenant plus de 12 ans. C'est pas monter le niveau, c'est que t'apprends tout simplement. Puis c'est rageant, c'est des petites conneries, là, comme ça que je vous ai raconté sur le QR code. C'est les tout petits décalages, là, parce que tu sais que dans ces machines qui vont très vite, tu as un petit 3-4 mm là, qui peut quelquefois, puis s'il manque 2 mm, ce sera plus là le percutant que tu attends. Et là, moi, ce pack, je voulais dire, il y aurait une condition. La condition, c'est que phase 3, on n'envoie pas sans montrer. C'est-à-dire, vous avez passé les vidéos, vous arrivez à votre projet, ça a bonne gueule, vous me l'envoyez. Oh, vous inquiétez pas, ce sera confidentiel, je sais faire. Ça fait des années aussi qu'on est là, dans les masters création littéraire, quand j'étais en école d'art et tout ça. Franchement, c'est pas mon truc. Mon truc, c'est le plaisir. C'est le plaisir de la typo, c'est le plaisir là, des espaces, de la respiration, des blancs, de vérifier qu'on est bien sur une belle page à droite-gauche et que ça joue et tout ça. Le pacte, c'est que c'est bon, vous êtes au bout, vous l'envoyez, moi je vous fais retour, et puis c'est bon, après vous pouvez y aller, le faire, votre truc. Voilà, c'est un petit pack qui va s'appeler donc impression à la demande.
Cette vidéo en fait partie. Et moi, ça veut dire aussi que ce petit chose-là, je pourrais régulièrement revenir, la refaire, développer tel point, réaugmenter un autre, refaire comme ça. Je vais avoir un outil qui ne sera pas là coincé dans les petites ressources du site. Ah, il faut aller chercher ça ici, chercher ça là. Non, c'est sur ce truc, impression à la demande, et pareil au dialogue là-dessus. Et franchement, c'est trop important pour qu'on ne le fasse pas sérieusement. Et je vous demande pas de m'aimer pour le faire, c'est juste de la technique. Par contre, si vous me l'envoyez, je vous assure que je répondrai. Sans rien savoir, ce ne sera pas sur le texte. Ce sera juste là, pareil imprimé, ou bien, tiens, moi je vous proposerais plutôt de faire ça, 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 juste avant là, puis après ce sera bon. Et puis on a tellement d'outils qui sont chouettes. Regardez, par exemple, vous achetez ça demain, et dans un an, on a refait par exemple le truc sur les gabarits pour les couvertures rigides. Eh bien, hop là, vous serez prévenu automatiquement de toutes les mises à jour. Il y a aussi un pack, j'en ai pas parlé, mais les plateformes que vous choisissez vous proposent, elles, leur propre pack là, pour régler les couvertures, les marges et tout ça. Moi, évidemment, vous avez là toute une suite là, en pièces jointes, une suite de gabarits là, prêts à télécharger pour tout ça. Mais voilà, c'était moi, il y a longtemps que je voulais faire ce truc, et je pense que c'est trop important dans ma vie pour que je l'installe pas libre sur mon site, bien au-delà même là de ce qu'on travaille entre abonnés. Même si la discussion là sur les textes, la mise en page et tout ça, si vous vous abonnez, bienvenue. On a une section qui s'appelle manuscrits et projets, toujours prêt à en parler ensemble. Allez, on y va.